avoir correspondu régulièrement Dieudonné, Alain Soral, Jean-Marie Le Pen, Carlos ou Dieu. Le Pen. Non, Soral. Oui. Première pause. Alors, visiblement, Goldnadel avait la réponse. Hein. Je fais remarquer là que quand on va sur le site de Goldnadel qui s'appelle La France Libre, où il prétend libérer la France, on ne sait pas trop de quoi d'ailleurs, aujourd'hui avec André Berkoff, hein, c'est une espèce d'alliance assez étrange puisque nous avons un sionisme d'origine ashkénaze avec quelqu'un qui est d'origine libanaise, hein, mais qui maintenant se présente comme juif alors qu'avant il se présentait comme libanais, qui est d'ailleurs, comment il s'appelle, Berkoff est mon premier éditeur, c'est lui qui m'avait édité Les Mouvements de expliquer aux parents, donc c'est un ancien copain. Quant à Goldnadel, quand j'avais sorti mon livre Jusqu'où va-t-on descendre, et que j'avais été invité par Patrick Buisson, qui à l'époque travaillait sur LCI, il avait passé des mois à essayer de me recruter en tant que, on va dire, Zemmour-Goy. Hein, voilà. Donc c'est deux personnages que je connais bien, et visiblement Goldnadel et Zemmour se connaissent bien, puisque je vois que sur le site La France Libre donc de Goldnadel, quand on va sur le site, il propose une réduction de l'abonnement à La France Libre si on achète le bouquin de Zemmour. Enfin, donc je dirais il y a congruence entre les deux. Hein. Sachant d'ailleurs que Zemmour se présente comme patriote français, alors que Goldnadel, j'y reviendrai, est un agent du Likoud, hein, et il est un agent israélien, et même plus précisément de l'extrême droite israélienne. À quelle époque? Quand j'ai écrit le premier sexe, Oui, il a prétendu partout que j'avais copié son livre qu'il avait effectivement publié quelques années plus tôt, mais que je n'avais pas lu. Et donc, un journaliste a organisé une rencontre pour débattre. Et au cours du débat, il a bien compris que je n'avais pas lu son livre, que j'ai lu depuis d'ailleurs, qui s'appelait Vers la féminisation. Absolument. Et du coup, on a discuté et on a continué à correspondre. Est-ce qu'aujourd'hui vous correspondez? Alors, on a continué à correspondre, c'est vrai. Notre rencontre vient du fait, effectivement, que j'avais dit que j'avais écrit le bouquin sur la féminisation de la société bien avant Zemmour. Mais ça a été notre première rencontre. Depuis, on a très souvent échangé par mail. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'effectivement, il ne s'est jamais servi de ces échanges, ni moi non plus. Donc de ce point de vue-là, il respecte une certaine déontologie que d'autres ne respectent pas. En revanche, nos discussions, ça fait très longtemps qu'elles ne portent plus sur cette histoire de féminisation, mais plutôt sur, comment dirais-je, dans la catastrophe dans laquelle est plongée la France de plus en plus chaque jour, les responsabilités des uns et des autres. À chaque fois, je fais remarquer à Zemmour que la question arabo-musulmane est peut-être présente, mais que ce ne sont pas les arabo-musulmans qui sont responsables de la dette, de la logique de la dette, du capitalisme financier qui nous a plongé dans une économie de rigueur qui a des dégâts sociaux terribles. Je lui fais remarquer qu'il n'aborde jamais la question sociale, qu'il ne dit jamais qui sont les responsables de cette organisation de l'immigration, de peuplement, et en plus de l'éducation de ces immigrés dans la haine de la France. Notamment, il ne s'en prend jamais à Julien Drey. Il n'a jamais non plus, comment dirais-je, fait l'apologie de Jean-Marie Le Pen qui disait exactement ce qu'il disait Zemmour aujourd'hui, mais dès 1973, à l'époque où c'était utile de le dire, puisque c'était préventif, etc., etc. Et je fais remarquer que chaque fois que j'aborde ces questions, effectivement, de la dette, de Wall Street, du chaos financier, sans même aborder la question d'Israël, il botte toujours en touche. Hein. C'est-à-dire qu'il est incapable de répondre à ces questions. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'il est aujourd'hui monomaniaque et qu'il ne parle que du problème, on va dire, arabo-maghrébin, musulman, en confondant un peu tout. Et que c'est ça que je lui reproche, effectivement, c'est de n'aborder que ce sujet. Et d'ailleurs, là-dessus, il continue. Donc il ment un peu quand il ne parle que de l'histoire de la féminisation. On a parlé depuis de bien d'autres choses. Et malheureusement, il n'a jamais été capable de répondre aux questions que je lui pose. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis jamais invité ou qu'il n'a jamais accepté de débattre publiquement avec moi, alors que Nolo l'avait accepté et que je lui avais mis ce qu'on appelle une branlée intellectuelle, politique et idéologique. Et de ce point de vue-là, Zemmour est quand même prudent. Voilà. Avec lui. Mais moi, je discute avec tout le monde. Non, mais vous discutez quand même avec un mec qui dit qu'Hitler n'a pas fait que des mauvaises choses, qu'il a fait des autoroutes,
qu'il a donné des vacances à tous les Ça, c'est Allemands. la vérité. Non, il faut pas le D'accord. faire. Alors là, c'est marrant, c'est que, je vais rappeler déjà que Ardisson était un copain depuis le début des années 80, pour qui j'ai travaillé pendant des décennies comme journaliste, notamment à Entrevue, qui s'appelait d'abord Interview, et même du temps où il avait repris l'Écho des Savanes. Tous les gens qui connaissent l'homme en noir en privé savent qu'il est révisionniste au départ, très judéo-critique, et que d'ailleurs, à un moment donné, il s'est fait attraper par la patrouille, et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il va au tapin systématiquement contre moi au Dieudonné. Si vous regardez ses anciennes émissions, il invitait systématiquement des pro-palestiniens, il se mettait systématiquement à essayer de déstabiliser les sionistes, et de ce point de vue-là, était on va dire, un journaliste français assez honorable et qui est par ailleurs, je le dis, un des plus cultivés et un des plus malins. Et sa malignité a toujours consisté, ce qu'a repris un peu Tadei derrière, à faire dire ce qu'il pensait par les autres. Et là, vous remarquerez que même s'il est obligé de m'attaquer, il fait quand même valider par Zemmour le fait qu'Hitler, puisque c'est lui qui amène le sujet, a fait des autoroutes et du social, et qu'il n'a pas fait de mauvaises choses. C'est-à-dire que bien qu'aujourd'hui Ardisson soit un tapin sioniste obligé, pour ne pas perdre tout, en tant que mâle blanc de plus de 50 ans, il est de toute façon sur la sellette, il arrive quand même une fois de plus à refaire faire l'apologie d'Hitler par Zemmour. Hein. C'est-à-dire qu'il a ces vieux mécanismes qui fonctionnent quand même quand il est au tapin. Hein. C'est amusant de le faire remarquer. Je rajouterai en outre que Muriel Cousin l'a récemment un peu menacé de révéler ses amitiés pédophiles et sionistes, et antisionistes, je veux dire, et antisémites, s'il continuait à la faire chier dans le cadre de son engueulade avec Guillon. Voilà. Donc l'homme en noir, qui se présentait à une époque comme monarchiste, les initiés et nos maîtres de la communauté de lumière savent très bien d'où il vient, et ce qu'il pensait, et à quel point aujourd'hui il fait partie de ces soumis qui, à mon avis, sont à peu près les mêmes qui à la faveur de la défaite française en 1940, alors qu'ils étaient totalement au tapin, se sont rangés directement derrière le maréchal. Et que je pense que si les mêmes événements se reproduisaient, on les verrait exactement fonctionner de la même façon. Hein. Et donc, nos maîtres ont des alliés, à mon avis, très peu sûrs. Seulement, non, un mec qui est profondément antisémite. Oui, il est profondément C'est antisémite. la pathologie. Non, mais c'est Tu pas sais, ça. il faut arrêter, Natacha, de psychiatriser tout le monde. Alors moi, Ça, c'est pareil, le meilleur, c'est toujours Zemmour, puisque je ne peux pas y être. Là, on voit bien, effectivement, que ça reparle du livre qui nous a rapprochés, Zemmour et moi, qui est la question de la féminisation. Et moi, ce que j'appelle le psychologisme féminin. On a immédiatement Natacha Polony, je pourrais après parler un peu plus d'elle, qui dit que l'antisémitisme serait psychiatrique, hein, c'est-à-dire c'est du psychologisme. Ça me rappelle Défaite de la civilisation de Freud, qui expliquait la montée du nazisme en Allemagne, en oblitérant la guerre de 14-18, la trahison d'une certaine gauche ashkénaze impliquée dans la défaite, le ralliement d'une certaine bourgeoisie juive à partir de 1916 à l'Amérique et dans le camp de la défaite, plus le traité de Versailles, la crise de 29, la misère absolue, c'est-à-dire toutes les questions, on va dire, économico-sociales de la montée du nazisme, pour ne retenir que la montée du nihilisme. Hein, c'est-à-dire, on voit finalement que Polony est bien dans son rôle de bonne femme, même si elle croit être plus que ça, c'est-à-dire la psychologisation des phénomènes sociaux. Et j'ai bien expliqué que c'est pour ça que le système de domination cooptait de plus en plus des femmes. Effectivement, c'était pour empêcher un peu plus la lecture économico-sociale, donc sérieuse et sérieusement politique de la crise. Donc là, Polony est parfaitement dans son rôle de bonne femme, bien qu'elle se pense plus que ça. Hein. Mais c'est pas que C'est pas tout le monde, mais c'est pas que Alain Soral est quelqu'un qui idéologiquement Mais c'est est pas que ça. absolument épouvantable, Je pense que- qui à mon avis qui entretient des intelligences avec le Hezbollah. C'est Alors là, c'est marrant, c'est que on sait que Polony, qui est d'origine polonaise, et on connaît le philosémitisme légendaire des Polonais, et qui en plus est souverainiste. Donc on voit très bien comment les souverainistes, qui donc sont attachés à la souveraineté nationale, s'opposent de fait aux mondialistes, et on sait qui sont les mondialistes en chef. Donc on voit qu'elle est pour cette raison en ce moment sur la sellette, alors que le Tchèque, qui a racheté Marianne pour la nommer rédactrice en chef, elle se voit dans le cadre de sa nomination de rédactrice en chef de Marianne soumise à une fronde effectivement de tous comment dirais-je,
on va le dire, les Juifs qui avaient progressivement pris le contrôle de Marianne, qui au départ était un magazine insoumis de Jean-François Kahn, hein, les Kopokniki, enfin, je ne vais pas me fatiguer. Donc elle est en ce moment sur la sellette, parce qu'elle subit une opposition, on va dire, sioniste à l'intérieur de Marianne, et cette conne, parce qu'il faut l'appeler comme ça, croit qu'elle va donner le change en me chargeant en tant qu'antisémite. Alors que tout mondialiste, tout sioniste sait très bien qu'un souverainiste, et qui plus est une souverainiste d'origine polonaise, ne peut pas être leur allié très longtemps. Mais elle fait ce truc, bon, à la Hardisson, c'est-à-dire elle va au tapin en me chargeant. Alors ce qui est en plus d'autant plus amusant qu'il se trouve que Natacha Polony est l'ancienne maîtresse de mon ami Stéphane Blais, dont je suis en plus l'éditeur. Stéphane Blais, qui est violemment judéophobe, il l'assume, spécialiste critique de la franc-maçonnerie, les deux sujets sont assez liés, et qui aujourd'hui a subi de telles persécutions du lobby judéo-sioniste français qu'il a été obligé de fuir en Turquie. Il vit aujourd'hui en Turquie, assez proche d'ailleurs d'Erdogan, et je rappelle que c'est un grand pianiste et un grand compositeur, on va dire classique, de niveau mondial. Et il m'avait assuré, lui, puisque Natacha Polony est son ancienne fiancée et maîtresse, que dans leur discussion, elle était attristée de la diabolisation que je subissais, qu'elle trouvait ça ignoble, etc. Et là, on voit bien effectivement toujours le double langage des journalistes et des gens de médias qui souvent me soutiennent en privé ou comprennent parfaitement le rapport de force en privé et qui, dès qu'ils sont en public, me crachent à la gueule pour essayer d'être bien vus de gens qui les soupçonnent de ne pas être intégralement soumis de par, on va dire, leur position souverainiste ou leurs origines. Hein. Pas mal. Ouais. Donc, Golnadel prétend que je suis lié au Hezbollah. Oui, j'ai soutenu et je soutiens toujours le Hezbollah. Je diffuse les vidéos de Nasrallah. Je suis même allé rencontrer le Hezbollah en 2006, à l'époque de la guerre, enfin on appelle ça la guerre libano-israélienne. Je rappelle que les Israéliens ont agressé violemment le Liban, dont ils ont finalement, alors qu'ils travaillent à la destruction de ce concurrent libanais depuis 1975. Hein. Toutes les souffrances du Liban viennent de la présence et de la proximité d'Israël, puisque le Liban était la Suisse du Moyen-Orient, un pays à la fois bancaire, commerçant, les Libanais étant des Levantins avec un profil historique, une situation assez proche des Juifs, et qui était donc une puissance bancaire, commerçante du Moyen-Orient, qui s'est retrouvée concurrente de la récente Israël. Et Israël, en fomentant la guerre civile depuis les années 75, travaille systématiquement à la destruction du Liban. Le Liban n'a pas d'armée pratiquement, et il se trouve qu'en 2006, c'est le Hezbollah, hein, les milices du Hezbollah, qui ont permis de sauver le Liban de la destruction par Israël, et qui ont même pour la première fois dans l'histoire vaincu militairement Tsahal. Voilà, donc pour toutes ces raisons, je suis très fier d'être du côté du Hezbollah et très fier de relayer les vidéos de Nasrallah. Je rappelle qu'à l'époque, en 2006, j'avais rencontré le général Aoun, qui était un ancien des phalanges chrétiennes, hein, qui à l'époque étaient tombées dans le piège de la guerre civile contre les musulmans. Je rappelle à ce niveau-là la responsabilité dramatique des Gemayel, qui, financés par les Israéliens, étaient tombés dans la guerre civile en pensant qu'ils arriveraient à prendre les pleins pouvoirs et à se débarrasser de la communauté musulmane, ce qui avait produit un chaos sans résultat autre que l'effondrement, l'affaiblissement du Liban. Tirant parti de cette expérience, le général Aoun avait tissé des liens très forts avec Nasrallah, donc des liens chrétiens musulmans, hein, maronites, chiites, à tel point qu'aujourd'hui, comment dirais-je, le général Aoun est président du Liban, et qu'il travaille la main dans la main avec le Hezbollah, en remerciant le Hezbollah d'avoir sauvé le Liban grâce aux milices chiites, Hezbollah évidemment soutenu par l'Iran. Donc ce qui est marrant, c'est que quand Golnadel m'attaque comme soutien du Hezbollah chiite et même lié à l'Iran, je fais remarquer que si on pose la question aujourd'hui à un Libanais de ce qu'il préfère entre le Hezbollah et Israël, hein, je parle de Libanais chrétiens, de francophones, puisque les Libanais sont les plus francophones de tous les gens du Moyen-Orient, ils vous diront tous qu'effectivement qu'ils préfèrent 100 fois le Hezbollah aux maîtres et aux employeurs de M. Golnadel, qui, je le rappelle, est membre du Likoud, donc un agent de l'extrême droite israélienne qui fout le chaos au Moyen-Orient depuis 1948 et qui nous rapproche d'ailleurs de plus en plus de la guerre mondiale. On le voit avec ce qu'a fait récemment l'armée israélienne en faisant descendre un avion militaire russe avec 20 soldats russes dedans. Hein, voilà. Donc la question,
Ce qui est marrant, c'est que aujourd'hui Goldnadel se sent suffisamment puissant pour, en étant un agent israélien avéré qui aujourd'hui est omniprésent dans les médias, alors qu'il est un agent du Likoud et par ailleurs, je le rappelle, président de Avocats sans frontières, c'est-à-dire qu'il est pour la défense de la frontière sur son site La France Libre, mais par contre, il attaque systématiquement en tant que partie civile les patriotes comme moi avec son association d'avocats, Avocats sans frontières. C'est-à-dire que là, on est bien en plein dans la double éthique. Hein, c'est frontières pour Israël, simulation de pro-frontiérisme identitaire quand il se mêle de la France pour continuer finalement à la dominer en changeant de fusil d'épaule après 30 ans ou 40 ans de domination insupportable de Bernard-Henri Lévy et de SOS Racisme et de Julien Drey. Et aujourd'hui, il la joue patriote français pour la frontière, mais il reste quand même président de Avocats sans frontières pour faire des procès aux vrais patriotes légitimes comme moi chaque fois qu'il le peut. Hein. Des idées, Qui a été financé par l'Iran. bien sûr. Et surtout, je pense que Alors financé par l'Iran, un bruit a couru un peu par ma faute, puisque j'avais, lors d'un dîner qu'on avait filmé et qui avait été relayé, j'avais dit que la liste antisioniste, on n'aurait pas pu la financer nous-mêmes, puisque c'est les Iraniens qui l'avaient financée à concurrence de 3 millions d'euros. Je m'étais trompé, parce que je suis comme Henri Krasuki, je ne suis pas très bon en économie pratique. Je suis meilleur en économie théorique. C'était pas 3 millions d'euros, c'était 300 000 euros, effectivement, ce qui avait coûté la liste antisioniste. Elle n'avait pas été financée directement par l'Iran, mais par le parti antisioniste avec Yahya Gouasmi, qui était sur la liste avec nous, et qui était effectivement ouvertement un mouvement chiite pro-iranien. Donc j'avais pas raison de le cacher, c'était sur la table. Mais j'ai toujours fait remarquer par ailleurs que je n'avais jamais reçu un seul centime ou un seul euro, ni un seul shekel, contrairement à d'autres de l'Iran, et que la seule chose que j'avais gagnée de l'Iran pour avoir participé régulièrement à des émissions de radio avec eux, c'est 1 kilo de pistache. Voilà. Je fais remarquer que je suis sous contrôle fiscal permanent depuis cette époque-là, et que si on avait trouvé de l'argent iranien quelque part dans mes comptes personnels ou ceux de mes sociétés, ça se serait su dans les médias, et pas qu'un peu. Donc, que ce soit Goldnadel ou Zemmour, ils mentent quand ils disent que j'ai touché de l'argent de l'Iran, c'est faux. Je soutiens l'Iran dans le cadre d'un combat multipolaire, car je pense que c'est l'intérêt de la France, mais je soutiens l'Iran en tant que patriote français. Non seulement j'ai jamais touché un euro de l'Iran, mais j'ai même refusé systématiquement de m'y rendre, alors j'ai été invité 3 ou 4 fois, parce que je trouvais que la situation à l'intérieur de l'Iran n'était pas claire. C'est-à-dire que des gens m'invitaient, d'une tendance qui est celle qui est proche d'Ahmadinejad, mais j'avais par ailleurs l'hostilité, on va dire, de la caste religieuse qui détient l'économie là-bas, qui était plutôt pour un rapprochement avec les États-Unis et qui ne voyait pas d'un bon oeil que je sois invité. Et comme mon invitation n'était pas très claire et que je ne voulais pas être instrumentalisé sans avoir trop de visibilité là-bas, jusqu'à présent on pouvait le faire remarquer, et le remarquer, je ne me suis jamais rendu en Iran. C'est d'ailleurs un des seuls pays où je ne me suis pas rendu, bien que j'y sois invité très régulièrement. Voilà. Donc que ce soit Goldnadel ou Zemmour, ils mentent en prétendant que je serais plus ou moins un agent iranien, alors que ce sont des agents israéliens. Pananza vient d'ailleurs de nous faire découvrir que le fils d'Éric Zemmour est actuellement en Israël et qu'on le voit pris en photo, bras dessus avec des soldats de Tsahal. Hein, voilà. Et quant à Goldnadel, c'est un agent du Likoud, donc c'est un agent pratiquement officiel de l'extrême droite israélienne. Alain Soral est un type très intelligent, Oui. qui a compris qu'il avait un public dans les banlieues. Alors que je sois très intelligent, c'est certain. Je pense même être plus intelligent qu'Éric Zemmour, plus cultivé et d'une autre dimension. Zemmour est un journaliste de droite issu du Figaro, qui a un certain mépris pour la question sociale, et c'est par contre un juif très intelligent qui a compris que pour maintenir la domination de sa communauté sur la France, il fallait en rabattre un peu sur le sionisme, ce qui n'est pas le cas effectivement de Goldnadel, qui est beaucoup plus lourdingue, et jouer les patriotes, car les Français sont effectivement excédés par la politique d'immigration qui leur a été imposée, excédés par la voyoucratie issue de l'immigration qui a été élevée dans le mépris de la France par SOS Racisme.
et que donc il est très intelligent de me qualifier de très intelligent. Par contre, là où il ment, puisqu'il est techniquement intelligent, c'est qu'il sait très bien que mon public va bien au-delà des banlieues. Je suis effectivement assez respecté en banlieue, puisque je n'attaque pas systématiquement les musulmans et que je ne fais pas l'amalgame entre musulmans du quotidien, travailleurs d'origine immigrée, voyous formés par SOS Racisme, Daesh et Tariq Ramadan, par exemple, c'est-à-dire frères musulmans. Je ne fais pas cet amalgame, donc je suis relativement respecté en banlieue, mais mon public, le public qui me permet de vivre relativement en achetant les livres chez Contre-Culture, c'est le public des patriotes français, essentiellement des blancs issus de la classe moyenne. Hein. Donc Zemmour ment quand il prétend que mon public serait un public de banlieue, pour faire croire derrière en filigrane que lui, son public serait le public des Français de souche. Hein. On va préciser la chose. Et qui gagne beaucoup d'argent grâce à ce public, avec son discours. Alors déjà que je gagne beaucoup d'argent, je gagne assez peu d'argent. Cet argent m'est repris pratiquement intégralement par les procès que je subis en permanence par les associations antiracistes juives. Zemmour le sait très bien. J'ai fait remarquer que je suis en permanence persécuté par ces associations antiracistes, alors que Zemmour, jusqu'à présent, n'a subi qu'une condamnation à une peine, je crois, de 1000 € d'amende avec sursis. Donc on voit bien le deux poids, deux mesures entre ce que j'ai le droit de dire et ce qu'il a le droit de dire. Et je fais remarquer que je gagne, à mon avis, 10 à 20 fois moins d'argent que Zemmour avec ses livres et les multiples chroniques auxquelles il a encore droit dans différents journaux et dans différentes radios. Donc le coup du pognon, il ne faut pas me la faire. Je veux dire, j'ai d'extrêmes difficultés financières et économiques, étant sous contrôle fiscal, redressement fiscal permanent et condamnations multiples à des sommes gigantesques. Je rappelle qu'aujourd'hui, mes condamnations à la 17e chambre, qui sont permanentes et récurrentes, pour souvent d'ailleurs des dessins humoristiques qui ne sont pas de moi, sur un site dont je ne suis pas le directeur de la publication, maintenant sont régulièrement, avec toutes les parties civiles, dont Avocats sans frontières de Golnadel, montent à chaque fois à 30 000 €. Je crois que si je fais le total de toutes les condamnations que j'ai déjà subies, ça dépasse les 250 000 € de condamnation. Donc Zemmour ment quand il dit que je gagne beaucoup d'argent et que cet argent me viendrait d'une clientèle de banlieue ou de l'Iran. Je ne sais plus aujourd'hui ce qui est de la conviction, de l'intérêt. Lui non plus. Alors là aussi, le petit jeu de Zemmour et de Golnadel, qui sont complices, donc on voit bien que d'abord Zemmour est un sioniste caché, mais un vrai sioniste, Golnadel est un sioniste de l'extrême droite israélienne militant. Ces gens-là essaient toujours de faire passer l'antisémitisme comme une espèce de maladie. Bon, là, ils ont eu Polony pour les aider. Je rappelle que je suis non pas antisémite, car l'antisémitisme est une phrase inventée par les juifs pour qu'on ne comprenne rien à ce que ça cache, c'est-à-dire la judéophobie. Je suis quelqu'un qui a peur du judaïsme et du judaïsme politique. Je rappelle que le judaïsme, comme l'islam, est une religion politique, puisque ça prétend, c'est une religion raciale et suprémaciste, hein, puisque c'est la religion qui dit qu'il y a un peuple élu qui sont les Juifs, et que la terre leur est promise, hein, et que leur destin manifeste, voulu par Dieu, qui est leur Dieu d'ailleurs, avant tout, avant d'être celui des autres, que leur destin manifeste est la domination du monde. Hein, voilà, donc c'est clair et net. Et donc pour cette raison, comme beaucoup de gens, à travers l'histoire, tous les grands esprits, je suis judéophobe, c'est-à-dire que j'ai peur de la violence et de la méchanceté et de la malfaisance du judaïsme politique. Golnadel est un serviteur du judaïsme politique de premier degré, en étant sioniste avéré. Zemmour est un serviteur du judaïsme politique plus subtil. Voilà. Et leur travail, effectivement, c'est de toujours, par une espèce de travail pavlovien, de menace et d'automatisme, de faire passer un antisémite, donc un anti-judaïque, voire un judéophobe, pour être plus précis, pour un fou, un débile et quelqu'un habité par la haine. En réalité, je suis quelqu'un qui lutte contre la haine juive fondamentale, comme Gilad Atzmon, comme d'ailleurs d'autres juifs, hein, de par l'histoire. Et je pense que ces gens-là ont parfaitement le niveau d'intelligence, notamment Zemmour, qui est tout sauf idiot, pour comprendre en fait que je suis dans le camp du bien et lui dans le camp du mal. Hein. Et je le redis, le problème n'est pas l'antisémitisme, le problème est la domination juive sur la France, premièrement, à travers le CRIF, ce qui est une évidence, et deuxièmement, le travail destructeur du judaïsme politique sur le monde, qui est en train de nous amener, à travers la politique d'Israël d'un côté et à travers le capitalisme financier de Wall Street de l'autre, à la Troisième Guerre mondiale. Hein. Je refuse l'ostracisme en le subissant moi-même, je le refuse pour les autres. Vous connaissez quand même l'expression, on ne dîne pas avec le diable, même avec une longue cuillère. Mais j'ai une longue cuillère.
Elle est très longue, votre cuillère. Très long. De toute manière, Éric Zemmour ne croit pas au diable. Oui. Donc là, on peut quand même conclure que Zemmour est le plus élégant et le plus intelligent des protagonistes, puisqu'il dit « je ne veux pas jeter le... » Enfin, on ne dit pas jeter, mais je ne veux pas valider l'ostracisme dont Alain Soral est victime, car je suis victime moi-même d'ostracisme. L'ostracisme dont je suis victime n'a rien à voir avec celui de Zemmour, qui trône en permanence dans les médias, à la télé. Tout ça est un ostracisme de façade. Et quand il dit qu'il ne cautionne pas mon ostracisme, il pourrait le démontrer en m'invitant à l'émission, car je rappelle qu'il a une émission avec Nolo. Or, il ne le fait jamais. Et quand Nolo a accepté de débattre avec moi par naïveté, ça a donné le livre Dialogue désaccordé, qui, je rappelle, a été condamné à la demande de Pierre Berger par décision de justice et qui m'a valu, encore une fois, une condamnation à 17 000 €. Je vois que Zemmour ne va pas jusqu'à mettre ses actes en concordance avec sa parole, jusqu'à, à un moment donné, m'inviter ou accepter un débat public avec moi. Il le refuse totalement. La seule chose qu'il accepte, intelligemment, c'est quand on s'envoie des mails, c'est d'y répondre, mais en bottant toujours en touche sur les sujets sérieux que j'aborde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc Zemmour est le plus intelligent et le plus élégant par rapport à moi, mais la raison est plus, je dirais, l'intelligence. Il est malin, comme le sont d'ailleurs les gens de sa communauté. Je rappelle que malin a à voir avec diabolique. Moi, je ne suis pas malin, je suis intelligent. Mon but, c'est la vérité, et je pense que la vérité ne doit pas s'embarrasser de, comment dirais-je, de trop de stratégie. Je rappelle que Zemmour ne peut pas vraiment me cracher à la gueule, car en vérité, il drague le même public que moi, qui est le public des patriotes. Or, il aura beau faire le patriote et le super patriote en disant qu'il s'appelle Éric, ce qui d'ailleurs peut cacher effectivement que chez lui, il a 2 frigos, qu'il est marié dans sa communauté et qu'il respecte tous les interdits de la loi juive. Ça nous rappelle cette phrase citoyen dans la rue, juif à la maison. Il est de ce point de vue-là, typiquement, c'est ce qu'on appelle ces juifs assimilés qui ont d'ailleurs été on voit bien ce qu'ils appellent l'assimilation. Donc Éric est très intelligent puisqu'il sait qu'il ne peut pas me cracher la gueule parce qu'il courtise mon public, qui est le public des patriotes français. Mais de ce point de vue-là, je serai toujours beaucoup plus légitime que lui, car moi je suis un Français de souche catholique, ce qu'il n'est pas. Et c'est souvent la question que je lui ai posée. D'ailleurs, je lui ai dit, si tu veux prouver jusqu'au bout que tu es un bon Français et un vrai Français, convertis-toi au catholicisme, puisque la religion française, c'est le catholicisme. Ce n'est ni l'islam, c'est vrai, ni le judaïsme. Zemmour, t'as beau avoir la très grande cuillère des médias pour essayer de me passer au-dessus de la tête, puisque moi je suis totalement interdit de médias, je ne subis que les crachats, et on ne m'invite jamais à me défendre. Je dis voilà, les vrais patriotes français intelligents et cultivés savent très bien faire la part des choses, et savent très bien que dans ce combat patriote que certains mènent aujourd'hui, il y a ceux qui le mènent authentiquement comme moi, et qui d'ailleurs dans ce cadre-là veulent lutter contre la guerre civile et ne sont pas systématiquement en train de fustiger ce que j'appelle les Français d'origine maghrébine et de confession musulmane. Et je fais remarquer que de ce point de vue-là, Zemmour travaille à la guerre civile et au climat de guerre civile, et que quelqu'un qui travaille à la guerre civile n'est jamais un bon patriote et qu'il travaille toujours pour un tiers. Et ce tiers, effectivement, c'est assez facile de deviner qui c'est. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci pour cet éclairage.